Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 mars, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Nous ouvrirons une large page sport avec l'annonce du parcours du Tour de France 2024. La dernière étape partira de Monaco avec un contre-la-montre jusqu'à Nice. Vous pourrez écouter dans un reportage le prince Albert II et le maire de Nice. Nous serons également avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Nous reviendrons sur les résultats du week-end, que ce soit en foot ou en basket. Nous vous présenterons l'équipe de squash de Monaco qui participera au prochain jeu des petits États d'Europe qui se disputeront à Malte fin mai. Mode d'emploi, les prochaines élections communales qui se dérouleront ce dimanche. Retour sur la 95e cérémonie des Oscars avec notre invité, le monsieur ciné d'RTL, Stéphane Boutsock. Et enfin, le Printemps des Arts a débuté en milieu de semaine dernière. Focus aujourd'hui sur le concert de ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3. L'arrivée du Tour de France 2024 ne se fera pas à Paris comme le veut la tradition, mais à Nice, avec la dernière étape en contre-la-montre au départ de Monaco. Eh bien, une présentation officielle des deux dernières étapes vient d'avoir lieu en présence du souverain à l'Opéra de Nice. Reportage de Frédéric Hélion et Sylvain Péroumal. Difficile de remplacer Paris et l'arrivée mythique sur les Champs-Élysées, mais Jeux Olympiques oblige, le Tour de France 2024 ne s'achèvera pas dans la capitale pour la première fois de l'histoire. Après avoir accueilli le départ de la Grande Boucle en 2020, Nice sera le théâtre de l'arrivée du Tour 2024. La présentation des deux dernières étapes, les 20 et 21 juillet, s'est déroulée ce lundi matin à l'Opéra de Nice, en présence notamment du prince Albert II. C'est une grande fierté, une grande joie. J'avais déjà pu le dire lors de l'annonce à Monaco, mais là aussi à faire cette présentation ici à Nice et connaître enfin le parcours réel à la fois de l'étape du samedi et puis du contre-la-montre qui va partir de Monaco pour rejoindre Nice. Je crois que c'est historique, c'est une première fois que le Tour ne finit pas à Paris ou dans une autre ville beaucoup plus au nord. Donc pour nous, c'est une grande joie, une grande fierté. Je pense que ça sera une très belle fête. Le final de la Grande Boucle 2024 s'annonce palpitant avec un terrain de jeu propice aux attaques et où les leaders pourront se départager. Une étape très vallonnée le samedi avec un départ de Nice pour une arrivée au col de la Couilleule, puis un contre-la-montre final entre Monaco et Nice le dimanche. Nice accueillera le Tour pour la 37e fois avec cette grande arrivée en 2024. Nous savons qu'avec la principauté de Monaco, avec son prince souverain, les relations qui sont les nôtres, nous avons toujours été très coordonnés sur de beaux événements. De dimension économique, culturelle ou sportive. Et naturellement, ça trouve tout son sens que nous puissions faire ce contre-la-montre qui sera peut-être décisionnel sur le vainqueur grâce à ce tracé très intéressant entre Monaco et Nice, avec sans doute une fête du vélo prodigieuse. Ces deux dernières étapes devraient parfaitement convenir à Jonas Vingegaard, 3e de Paris-Nice ce week-end et surtout vainqueur du Tour 2022. Le Danois était présent ce matin et pourrait livrer un nouveau duel épique avec Tadej Pogačar sur les routes azuréennes en 2024. Il était déjà avec nous à Monaco en 2009 lors du départ du Tour de France et il est avec nous ce soir, le directeur du Tour, Christian Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, vous serez de retour à Monaco. Le Tour de France sera de retour à Monaco en 2024. Qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous ? Ça représente beaucoup de bonheur. Monaco, c'est une ville du Tour. Le grand départ 2009, bien sûr. J'étais jeune directeur du Tour de France. Et nous passions par Nice aussi, d'où le lien, encore une fois, avec la dernière étape Monaco-Nice contre la montre. C'est le prestige, la principauté de Monaco. Ce sont des grands événements sportifs. C'est la rivalité Anctil-Poulidor en 1964. C'est la principauté qui a aidé le Tour de France à revivre après la Seconde Guerre mondiale, avec un Monaco-Nice en 1946 qui préfigurait le retour du Tour de France l'année suivante. Donc il y a des liens forts, il y a des liens de confiance, il y a des liens qui ont toujours existé avec le Tour et depuis 2009, bien évidemment, depuis le grand départ. Donc on est très très heureux. Ça sonnait pour moi comme une sorte d'évidence. Vous savez, on ne peut pas quitter Paris comme ça. On ne remplace pas Paris comme ça, arrivé du Tour de France depuis toujours. Et donc il nous fallait du prestige. Quand on a Monaco, quand on a Nice, quand on a la Côte d'Azur, où que l'on soit dans le monde, on sait où c'est, on sait ce que ça veut dire. Il y a évidemment un
un décor exceptionnel entre mer et montagne. Et puis il y a ce qui nous intéresse au premier chef, des pentes, des montées, des côtes plus ou moins longues, plus ou moins raides, mais qui seront évidemment essentielles dans ce week-end final de la 111e édition du Tour de France, les 20 et 21 juillet 2024. Alors d'un point de vue du parcours, très concrètement, il va y avoir 2 étapes, l'avant-dernière étape dans l'arrière-pays et le lendemain un contre-la-montre pour le finish, départ Monaco jusqu'à Nice. Vous pouvez nous donner l'eau à la bouche et nous parler de ces 2 étapes ? Oui, bien sûr. Alors le samedi, donc samedi 20 juillet 2024, avant-dernière étape du Tour de France, une étape courte de 132 km, un format dense, ramassé, avec 4 ascensions répertoriées. Le col de Brosse d'abord, qui est un col historique du Tour de France, mais qui n'avait plus été emprunté depuis 1961. Ensuite le Turini, célèbre évidemment d'abord par le rallye Monte-Carlo, et puis la Colmiane, et puis la montée finale à la Couilleule. C'était l'arrivée de Paris-Nice avant-hier, une longue montée de 15 km. Il y aura au total plus de 50 km d'ascension répertoriée et 4400 mètres de dénivelé sur cette étape-là, c'est-à-dire que tout sera possible. Et puis le lendemain, tout sera encore possible dans un registre différent, de Monaco, du port Hercule, en passant par le tunnel à l'envers des pilotes de Formule 1, jusqu'au Monte-Carlo Bay, l'avenue de la Princesse Grasse, et puis ensuite on va monter dans la Principauté, puis à Beaulieu, pour aller jusqu'au col d'Aise, pour aller jusqu'à la Turbie, pardon. Donc là ce sera une longue montée, mais pas trop pentue. Ensuite on redescend un peu, on monte jusqu'au col d'Aise par 1600 mètres très, très raides, et puis on bascule vers Villefranche, vers la mer, vers Nice, l'entrée par le port, la promenade des Anglais, en aller-retour sur une partie, et puis l'arrivée finale, place Masséna, arrivée finale qui désignera donc le vainqueur du Tour de France 2024. Le départ du Tour de France 2009 avait eu lieu à Monaco, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous gardez de cette période et de ce départ? Nous l'avions couvert sur Monaco Info. J'en garde un excellent souvenir évidemment du contre-la-montre remporté par le Suisse Fabien Cancellara le samedi, et puis de la cérémonie officielle de départ sur la place du Casino avec Monseigneur, avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, avec Christian Estrosi donc, qui était déjà là et qui, un peu plus loin dans le sprint intermédiaire à Nice, s'est dit mais je rêverais moi aussi d'avoir un grand départ un jour. Donc finalement, vous voyez, on va se retrouver 15 ans après avec les mêmes décideurs, et on est absolument ravis de faire cette arrivée qui sera la toute première dans l'histoire du Tour de France, créée en 1903, hors de Paris, et encore une fois avec un terrain sportivement probant et un lieu de prestige. Oui, c'est dû aux Jeux Olympiques, effectivement, ce changement, les JO de Paris uniquement, ou ça vous trottait déjà dans la tête de changer ces vieilles habitudes? Je vois vraiment ça comme une opportunité. Je le disais tout à l'heure, on ne remplace pas Paris comme ça, mais Monaco, Nice, l'arrière-pays, c'est la mer et c'est la montagne. Donc les organisateurs du Tour de tout temps ont voulu rapprocher les montagnes de Paris de l'arrivée finale. En l'occurrence, là, l'arrivée finale à Nice, elle est au pied de la montagne. Donc oui, ça nous offre d'autres possibilités. Alors, je ne voudrais pas faire de polémique, très sincèrement, mais où en est-on des cyclistes du Tour de France? Parce qu'il y a quelques années, à chaque fois qu'un cycliste gagnait le Tour de France, il y avait après une polémique avec une histoire de dopage. Qu'en est-il à présent? Est-ce que les cyclistes ont retrouvé leur lettre de noblesse? Vous savez, la triche est inhérente au monde dans lequel nous vivons, dans le sport, et pas seulement dans le vélo, dans le journalisme, un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, bien au contraire, mais il ne faut pas mettre le vélo à part, pas d'ostracisme. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, plus que dans d'autres disciplines, puisque certaines équipes s'imposent des règles qui sont plus dures, plus sévères que celles de l'Agence mondiale antidopage, qui n'existe pas vraiment dans les autres sports. Donc on est sorti des polémiques, on n'est pas dans un monde parfait, mais en revanche, on n'est pas non plus le vilain petit canard. Voilà ce que l'on pouvait dire donc du Tour de France 2024 avec la dernière étape Monaco-Nice en contre-la-montre. Merci Christian Prudhomme. Je vous en prie. Sport toujours, mais en bref, en basket, une victoire de plus pour la Roca Team en championnat de France dimanche face à Roanne, 85-74. Monaco est leader incontesté de la Betclic Elite. Prochaine rencontre ce jeudi 19h, la SM reçoit Bologne en Euroleague. En basket féminin, le MBA s'est incliné sur son parquet samedi dans le championnat de 2e division face à Aulnoy, 61-71. L'objectif de cette saison est le maintien qui est tout proche. Monaco est 8e sur les 12 équipes au classement. En foot, là aussi une défaite. Monaco a été battu 1-0 par Reims en Ligue 1. Monaco descend du podium et se retrouve 4e. L'ASM n'a plus gagné depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Prochaine rencontre ce dimanche à Ajaccio pour la 28e journée de Ligue 1.
Et une bonne note pour refermer ses brèves, le licencié de l'AS Monaco Athlétisme Théo Andan vient de décrocher avec l'équipe de France la médaille d'argent des championnats d'Europe en salle du 4x400 qui s'est déroulé récemment à Istanbul. On referme cette page de brèves, mais pas cette page de sport. Direction le Stade Louis II où le Monte Carlo Squash Racket Club a accueilli Mathieu Castagnier, 6e mondial et premier français de la discipline pour un stage intensif. Comment s'est déroulé ce stage et pour quelles raisons était-il organisé? Les réponses dans ce reportage de Sandrine Nègre. Du 5 au 9 mars, les équipes féminines et masculines qui représenteront la principauté lors des Jeux des petits États d'Europe à Malte, du 29 mai au 3 juin, ont pu suivre ce stage de préparation avant le grand départ, dans moins de 3 mois donc. On est très heureux d'avoir été sélectionnés puisque le squash n'est pas un sport officiel pour les Jeux des petits États et ça fait plaisir de retrouver cette compétition qui nous plaît beaucoup. C'est un sport qui est extrêmement ludique, qui n'est pas encore très connu, mais c'est vrai que c'est un sport dans lequel on s'amuse énormément et on a un groupe compétition déjà depuis quelques années. C'est pas la première fois qu'on participe aux Jeux des petits États, mais là on a une équipe où il y a beaucoup de gens où ça va être leur première. Ils ont envie de représenter, mais pas que ça. En tout cas, de bien faire et allez, peut-être une médaille. En tout cas, on croise les doigts. Et une chose est sûre, tous font preuve d'une grande implication, concentration et cohésion figurent aussi au programme. Les conseils donnés par cet expert de la discipline touchent plusieurs domaines. On a vraiment joué sur le contexte environnemental, puisqu'on a des joueurs en fait amateurs confirmés qui vont faire un événement d'ordre olympique avec tout un contexte, énormément d'athlètes, un stade rempli, beaucoup de personnes qui vont venir regarder les matchs. Donc on a vraiment accentué notre stage sur tout ce qui est l'approche de l'événement et comment ne pas devenir spectateur mais acteur de l'événement. On est sur 18h50, 21h tous les soirs. Voilà. Bon, après je leur demande de venir plus tôt puisqu'on a eu pas mal de discussions pour préparer tout ce contexte environnemental. Voilà. Après aussi on termine un peu plus tard puisqu'on fait de l'analyse vidéo, parce qu'il y a un format aussi de double, un format de simple. Les cours ne sont pas les mêmes. Et ici, vous l'aurez remarqué, les femmes sont bien représentées. Pour la petite histoire d'ailleurs, une mère et son fils s'entraînent ensemble. Les élections communales auront lieu ce dimanche 19 mars. Avis aux personnes de nationalité monégasque avant de vous rendre pour voter à l'espace Léo Ferré. Voici les informations à connaître. Elles vous sont dévoilées par Sandrine Nègre. Commençons par les pièces indispensables qu'il faudra présenter le 19 mars pour élire les conseillers communaux qui siègent à la mairie. Votre carte d'identité. L'ancien modèle de la carte est accepté, mais vérifiez bien les dates indiquées, car elle doit être en cours de validité. Si ce n'est plus le cas, comme aucune carte n'est établie le jour des élections, pensez à vous rapprocher du service de l'état civil nationalité de la mairie jusqu'au vendredi 17 mars. Le passeport monégasque est aussi une pièce d'identité. Il peut donc aussi vous permettre d'accéder à l'isoloir pour voter. Mais là aussi, il vous faudra vérifier la date d'échéance et vous rapprocher à ce moment-là au plus vite du ministère d'État. Le jour J, le 19 mars, vous devrez également penser à prendre votre carte d'électeur signée. Direction ensuite l'espace Léo Ferré de 8h à 19h pour voter. Il s'agit d'un suffrage universel direct au scrutin de liste plurinominale. Les bus seront gratuits sur présentation d'une pièce d'identité monégasque. Gratuité également du parking au centre commercial de Fontvieille. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les modalités de cette élection communale. Cet événement s'est déroulé la nuit dernière, c'est la grande messe du cinéma. Je veux parler de la 95e cérémonie des Oscars avec un film qui a quand même créé la surprise, Everything Everywhere All at Once, avec pas moins de 7 récompenses, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et j'en passe. Pour nous décortiquer cette cérémonie, nous sommes avec le spécialiste cinéma d'RTL, Stéphane Boutsock, bonsoir. Bonsoir. Les Oscars 2023. Pour commencer, est-ce que tout simplement ça a été un bon cru? Sur le plan de la cérémonie elle-même, après notamment la gifle de l'an passé et puis toujours ce message politique qu'il y a aux Oscars, cette année c'était quand même assez cadré, assez sage, je dirais peut-être un petit peu sage, même si le présentateur Jimmy Kimmel est une star des Late Show. Là je trouve qu'ils ont vraiment joué l'apaisement. Après on va en parler, le palmarès est assez ébouriffant et assez exceptionnel. Oui justement, il faut bien sûr qu'on parle de ce film qui a tout raflé, Everything Everywhere All at Once. C'était une surprise, c'était logique?
Alors, c'est vrai que c'était le film le plus nommé, hein, 11 nominations pour ce film-là. Ce qui n'était pas attendu, c'est qu'il rafle à ce point, j'allais vous dire, tout, c'est-à-dire meilleur réalisateur, ils sont 2, meilleur film, meilleure actrice, enfin, 7 Oscars, c'est quand même assez colossal. Le film, en France et en principauté, a connu un joli succès, mais on est dans le succès d'estime. Aux États-Unis, c'est un film qui a amassé 100 millions de dollars de recettes, donc c'est aussi un vrai phénomène, et on sent que l'Académie, à qui on a reproché parfois son manque de diversité, son manque d'audace, là, cette année, a voulu marquer le coup avec un film qui sort des cadres, hein. C'est un film assez dingue à voir, la narration est pas simple, il y a beaucoup d'action, il y a de la science-fiction, il y a de la psychologie. C'est pas un film évident, mais en tous les cas, c'est une vraie proposition de cinéma. Un mot sur l'Oscar de la meilleure actrice attribué à Michelle Yeoh. Là aussi, c'était mérité selon vous? C'est même doublement mérité, je vais vous dire, parce que non seulement c'est une bonne comédienne, on se souvient de Tigre et Dragon il y a quelques années, même dans James Bond, dans lequel elle donnait la réplique à 007. Il y a quelques années, le métier a clairement fait passer le message à Michelle Yeoh, lui disant « Tu vas avoir 60 ans, peut-être il est temps de raccrocher. » En plus, c'est une minorité, elle est asiatique. Et là, elle décroche l'Oscar de la meilleure actrice. C'est la première asiatique à être récompensée. Elle porte le film sur ses épaules quasiment de bout en bout. Moi, je trouve, oui, que c'est une très, très belle récompense. Elle a vu une rivale de choc qui était Cate Blanchett, qui l'a déjà eu, qui sera nommée sans doute dans les prochaines années. Là, je trouve que, pardonnez-moi, mais Michelle Yeoh, ça a de la gueule. On peut parler aussi du meilleur acteur, hein, Brendan Fraser, dans The Well. Il était très ému pour la remise des prix. C'est une histoire comme les aime Hollywood, c'est-à-dire que c'est un acteur qu'on a beaucoup vu il y a une vingtaine d'années dans des films comme La Momie, des choses comme ça. Il avait disparu de la circulation. Là, on le retrouve dans un rôle, en plus, qu'adore Hollywood, un rôle à transformation, un rôle à performance, ce film The Whale. Oui, c'est mérité parce que si on juge une performance d'acteur, là, pour le coup, on a un numéro absolument incroyable avec les maquillages, la transformation physique. Un huis clos, c'est extrêmement touchant. Oui, c'est mérité aussi. Alors ça n'a pas été l'année des biopics, hein. Elvis a rien eu, Marilyn n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice par exemple. On a boudé un peu les biopics. Oui, c'est vrai que c'est pas l'année des biopics, ni Marilyn, ni Elvis, et même Spielberg, hein, parce que The Fabelmans, c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de son enfant, de son adolescence. Donc, lui aussi a été boudé, et on s'attendait à ce qu'il décroche l'Oscar de la meilleure réalisation. Honnêtement, il l'aurait mérité parce que le film est absolument sublime. Qu'est-ce que vous allez garder de cette cérémonie? Honnêtement, moi, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, qui est un moment musical, qui est la performance de Lady Gaga, qui devait pas venir, qui est venue, qui finalement ne devait pas chanter, qui a chanté, et qui a repris en acoustique la chanson de Top Gun, pour laquelle elle était nommée. Elle n'a pas eu l'Oscar, hein. C'est ce groupe indien, ces chanteurs indiens incroyables qui ont été sacrés. Mais ce qu'elle a proposé ce soir, dans un style extrêmement dépouillé, était absolument superbe. Elle trouve que c'est une des plus grandes chanteuses que l'on ait actuellement. Ça, je trouve que c'était un très joli moment. Un conseil de cinéphile, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller d'aller voir? Alors, rattraper donc ce fameux film Everything Everywhere, parce qu'il est sorti, mais l'été dernier, un peu en catimini. Il est disponible, je ne vais pas faire de pub, il est disponible sur une plateforme bien connue. Rattrapez-le parce que c'est un vrai moment de cinéma. Et puis pour les films qui sont en salle, allez voir le Spielberg, même s'il n'a rien eu. Allez voir The Whale pour la performance de Brendan Fraser. Vous comprendrez pourquoi il a reçu l'Oscar hier soir. Stéphane Boutsock, vous êtes le monsieur ciné d'RTL. Merci de nous avoir décodé cette cérémonie des Oscars 2023. En bref, vendredi 24 mars se déroulera la 6e édition du Monaco Women Forum et la 11e édition du prix Monte-Carlo Femmes de l'année. Le thème principal, les femmes, le numérique et la technologie. Pour la première année, cet événement sera ouvert au public au One Monte-Carlo dans l'amphithéâtre. Et puis je vous donne un autre rendez-vous, une conférence dédicace ce mercredi 18h au musée d'anthropologie, animée par Jean-Yves Giraudon, avec pour thème les aventures de chasse du prince Albert Ier de Monaco, pionnier de l'écologie. Il faut réserver en appelant le musée d'anthropologie ou en allant sur leur site. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo a accueilli ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 deux ensembles prestigieux, l'Insula Orchestra et le chœur Accentus, dirigé par la chef d'orchestre Laurence Equilbé, reportage de José Sacré. Le temps de la passion en Allemagne, tel était le titre du concert donné dimanche 12 mars à l'Auditorium Régnier 3 par l'Insula Orchestra et le chœur Accentus, deux ensembles créés et dirigés par Laurence Equilbé.
j'ai créé le chœur de chambre Accentus il y a 30 ans. D'ailleurs, c'est un concert anniversaire que nous donnons tout à l'heure. Et puis Insula Orchestra, je l'ai créé il n'y a pas longtemps, en 2012, pour être l'orchestre en résidence à la Scène Musicale, qui est un nouvel équipement sur l'île Seguin. Voilà, c'est pas au bord de la mer, mais c'est au bord de la Seine. Et c'est un orchestre qui joue sur instruments d'époque. Le répertoire de l'orchestre va du baroque au romantisme. Et puis Accentus va jusqu'à la musique contemporaine. Au programme de ce concert, plusieurs œuvres de Félix Mendelssohn et un extrait d'une pièce de Wolfgang Grimm. Alors Wolfgang Grimm, c'est un des compositeurs les plus connus en Allemagne. Alors on fait un fragment de Passion, c'est lui-même qui a écrit ça. Et c'est justement, on est un fragment dans le fragment de Mendelssohn. Et c'est un compositeur qui a une 60aine d'années. Prochain concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo le jeudi 16 mars à l'église Saint-Charles. Il s'agira d'un concert d'orgue par Thomas Hospital. Et je vous invite à aller sur le site du Printemps des Arts pour découvrir l'ensemble de la programmation. Passons à la météo avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Qu'allez-vous nous annoncer ? Bonsoir Fabien, demain le ciel sera très nuageux. Pensez à sortir vos parapluies car de la pluie est également prévue. Du côté du thermomètre, les températures seront plutôt clémentes, 16 degrés au meilleur moment de la journée et 7 degrés pour les températures les plus fraîches. Le soleil se lèvera à 6h43 et se couchera à 18h35. Demain, nous fêterons les Mathildes. Merci Christine Dahl. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées à l'enregistrement de l'émission Grand Format présentée par Sébastien Borgna avec pour la thématique principale la voix des océans. Un grand format à découvrir très prochainement sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Quant à nous, on se retrouve mardi à 19h. En attendant, portez-vous bien.